Il y a 12 ans, quand je me suis installé, il y a eu plusieurs techniciens qui sont venus pour essayer de m'aider, de me guider un petit peu dans mon installation. Et la prairie, il y a 12 ans, elle était à peu près comme ça, c'est-à-dire une prairie de coteaux avec peu de sol, à peu près 30 cm d'argile, et après la roche-mère calcaire. Et donc sur ce sol-là, il y avait une prairie qui était peu poussante. Et donc le conseil, c'était laisse ta prairie, de toute façon, il ne va pas avoir grand-chose qui pousse. Et on m'a dit, les arbres qui vont pousser ici, ce sera des pins. Alors moi, les pins, ça ne me plaît pas du tout parce que je suis originaire du sud-est. Et quand je suis arrivé ici, justement en Dordogne, que j'ai visité pour la première fois, j'ai été surpris par toute la verdure, les forêts, la végétation était beaucoup plus luxuriante qu'en Provence. Et pour moi, ici, c'était des sols où tout allait pousser. Et quand on m'a dit que le seul truc qui pouvait pousser ici, c'était les pins qui brûlent toutes les années en Provence, et moi, ça me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, comment on peut transformer ce sol, entre guillemets, peu fertile, en un sol qui puisse accueillir des légumes et des fruits. Oui, ça pousse tout seul. En fait, c'est le constat qu'on fait quand on regarde la nature. Elle pousse toute seule. Évidemment, la forêt est le meilleur modèle de ça. On prend n'importe quel terrain agricole, on l'abandonne, on attend suffisamment longtemps, quelques décennies, et tout d'un coup, on se retrouve avec une forêt dans laquelle on n'a utilisé aucun des intrants qu'on utilise habituellement en agriculture. Un sol de forêt comme ça, c'est le rêve de tout maraîcher. Et pourquoi? Parce qu'on voit que c'est profitable aux plantes autour de nous. Là, c'est des arbres qui poussent alors qu'il n'y a eu aucune intervention humaine. Il n'y a pas eu d'apport d'engrais, il n'y a pas eu de labour. Et pourtant, ça pousse tout seul. Ce qui tombe au sol, dans cette forêt, ça va être digéré pour être de nouveau assimilable par les plantes. En fait, c'est un circuit fermé, la forêt, elle se nourrit toute seule. Ce qui permet ça, c'est des milliards de bactéries au centimètre carré, et aussi tout un tas d'animaux, d'insectes, des myriapodes, des colamboles, des champignons, bien sûr les vers de terre qui font tout le travail de digestion. En résumé, c'est ce qu'on appelle un sol vivant. Et c'est de ça qu'on s'est inspiré pour démarrer notre activité de maraîcher. En créant un environnement favorable à toute cette vie biologique, qui elle-même favorisera les plantes qu'on souhaite faire pousser. Exactement comme cette litière de forêt. Dans les premières choses qu'on a mis en place sur cette ferme, ça a été de planter des arbres. Et au final, en 10 ans, on a planté plus de 4000 arbres. Un des principaux avantages de mettre des arbres dans une parcelle, ça va être la gestion de l'eau. Là, on a du mal à imaginer parce que nous, on voit que la partie aérienne de l'arbre, mais il y a à peu près la même chose en racinaire dessous. Donc dès qu'il y a trop d'eau sur une parcelle, l'arbre il va permettre de drainer l'excédent d'eau dans les sols. Et à l'inverse, l'été, les racines de l'arbre vont pomper l'eau en profondeur et ramener de l'humidité en surface. Suivant les vents dominants qu'on va avoir, on va pouvoir créer des barrières qui coupent un petit peu le vent. Et aussi, ça va être aussi des barrières anti-érosion. Et dès qu'on a de la pente, ça va permettre de limiter justement
tout ruissellement qui entraîne la perte des sols et la baisse de fertilité des parcelles, quoi. Peut-être le dernier point important, c'est que l'arbre, ça crée de l'habitat et de la nourriture pour toute une faune d'auxiliaires qui peut être très précieuse pour nos cultures. On rappelle quand même que les plantes ne sont pas des plantes isolées, ce sont des plantes qui vivent en permanence en symbiose avec ce qu'on appelle leurs micro-organismes, leur microbiote, les bactéries, les champignons. Et l'image qu'on donne la plupart du temps, c'est que c'est comme un intestin à l'envers en quelque sorte. Le système racinaire des plantes a autour de lui des bactéries, des champignons qui lui permettent de s'alimenter et que la plante alimente elle-même. La première des choses que tu vois, c'est quoi ? Mycélium. Voilà, c'est des champignons qui ont commencé à décomposer le carbone de la paille, hein, et donc qui ont commencé à l'introduire, à l'incorporer au sol. Et ça, c'est vraiment une des constantes qu'on observe avec des résidus très carbonés comme de la paille. C'est qu'il faut qu'il y ait ces micro-organismes qui sachent les décomposer, et ça, c'est les champignons qui le font. Et l'observation, c'est ces mycéliums qui sont tout blancs, qui sont au travail, quoi. On a tellement étudié les plantes sans les champignons qu'on s'imagine que les plantes ne mangent que de l'eau ou des sels minéraux. Hein. Et donc ce bois, en se décomposant, il va faire de l'eau. Hein. Le bois, ça fait de la fumée, donc ça fait un peu d'eau, c'est vrai. Et ça va faire des sels minéraux qui sont contenus dedans. Sauf que les champignons, ils digèrent le milieu par l'extérieur. Hein, et donc ils vont décomposer ce bois, cette cellulose, cette lignine, ces tanins et tout ce qu'il y a dedans, en petits éléments plus petits, qui sont des sucres, qui sont des acides aminés, qui sont des polypeptides quelquefois. Et donc ça va mettre à disposition de l'environnement tous ces trucs-là. Ce qui fait que les plantes qui sont ici ne vont pas être obligées de se nourrir que de la photosynthèse, puisqu'elles auront accès directement à des sucres dans le sol. Un milieu naturel, ça produit en gros ce que peut produire une surface de maraîchage ou de culture. Donc on se dit, il fonctionne sans apport extérieur en produisant entre 4 et 5 ou 6 tonnes de matière sèche à l'année. Donc pour faire simple, si la nature elle arrive à faire pousser une forêt, nous on devrait réussir à faire pousser des plantes. Ce qui s'est passé ici, c'est quand il a repris ces sols, il avait des taux de matière organique très très faibles. Pourquoi? Parce que c'est des sols qui avaient été travaillés mécaniquement. Généralement, le corrélaire de taux de matière organique très faible, c'est activité biologique très faible, érosion. Et donc si on essaye de faire pousser des plantes avec des modèles classiques, ça fonctionne assez mal. La vision un petit peu dominante de l'agriculture, c'est plutôt de considérer en fait le sol comme un substrat dans lequel on va faire pousser des plantes. Et donc du coup, on va avoir des plantes avec différents besoins. Et on va souvent, la stratégie, ça va être on travaille le sol, on apporte ce qu'a besoin la plante, c'est-à-dire des engrais. Et puis souvent dans ces modèles-là, on a des plantes qui tombent malades. Du coup, on va apporter, on va du coup soigner les plantes avec des insecticides, des pesticides. On va gérer l'enherbement avec des herbicides. Et tout ça, ça fait des problèmes environnementaux et puis ça fait des aliments d'une qualité moyenne, quoi. Ce qu'on observe dans l'analyse de 2010 que tu as faite de ce sol-là, on s'aperçoit qu'elle était relativement pauvre, même très pauvre en matière organique pour une prairie, hein, puisqu'on a des taux de l'ordre de 1,4 à 1,5%, avec des pH, surtout un pH à l'époque, qui était de 5,5. Et un pH de 5,5, c'est un pH acide. On peut dire que les bactéries de la nitrification ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de l'azote organique en azote minéral pour nourrir les plantes. Donc il y a quand même un arrêt
assez important de croissance des plantes, hein, c'est ce qu'on observait un peu dans cette prairie peut-être. Et puis surtout, tu as les bactéries de la décomposition des matières organiques qui fonctionnent très mal aussi, les bactéries qu'on appelle cellulolytiques qui décomposent la cellulose pour remettre les éléments en cycle, hein, qui ne fonctionnent pas. Donc ça décompose très mal et c'est des sols qui accumulent la matière organique mais qui ne fonctionnent plus. C'est un peu des sols de tourbe, quoi. Si on l'avait mis en garde sur la mauvaise qualité de ces sols, c'est parce que c'était des sols qui étaient avant tout dégradés biologiquement, quoi. Et si on arrive à remettre la biologie et la matière organique dans ces sols-là, globalement, en fait, c'est des sols sur lesquels on peut faire pousser à peu près tout ce qu'on veut. Et donc, nous, ce qu'on a commencé à développer il y a une dizaine d'années, c'est des méthodes un peu brutales pour remettre beaucoup de matière organique dans les sols, restaurer la structure des sols, restaurer les services écologiques que produisent les sols pour nourrir les plantes. En faisant quoi? En mettant beaucoup de matière organique. Alors précisément, on est sur des déchets issus de la première transformation, donc tout ce qui consiste à scier nos bois. Donc nous retrouvons ici deux essences que nous scions à 90% sur ce site. Nous avons du peuplier, où nous avons une écorce, comme on peut le voir, assez longue et d'ailleurs assez légère. Et ensuite nous avons l'écorce de pin, donc du résineux. On est sur des moyennes à peu près 60% de peuplier pour 40% de pin. On a un territoire français qui est maillé de plateformes de compostage, de gestion des déchets organiques. D'où viennent ces déchets? Ça vient de la taille de bord de route, ça vient de différentes industries qui produisent de la matière organique en excès. Et il va falloir que cette matière organique, on arbitre. Est-ce qu'elle va dans les chaudières? Est-ce qu'elle va pour faire du compost? Est-ce qu'on la prend brute pour mettre dans les champs? La pratique d'apporter des matières organiques brutes sur les sols, outre le fait d'avoir des sols qui vont être vraiment vivants biologiquement et vraiment fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils vont faire pousser des plantes saines, on va aussi stocker 2 fois plus de carbone, puisque dans le processus de compostage, qui est en fait un processus où on va avoir des bactéries qui vont manger la matière organique, ça monte en chaleur et il y a beaucoup de carbone qui est perdu, à peu près la moitié du carbone qui est perdu dans le processus de fermentation, de compostage, et donc en fait on ramène 2 fois moins de carbone dans les sols avec des pratiques de compostage, contrairement à des pratiques où on apporte les matières brutes. Et moi je pense que ça va être fondamental dans l'avenir de montrer que des techniques comme celle-ci sont des techniques qui stockent du carbone, puisque sur d'autres systèmes de culture, en grande culture notamment, c'est calculé maintenant, hein. On a montré qu'un système en semi-direct et en agriculture de conservation des sols avec les 3 principes appliqués, c'est-à-dire non-travail du sol, rotation diversifiée et couverture permanente, on arrive à stocker tous les ans entre 1 à 3 tonnes de CO2, et qu'en système conventionnel où on laboure, où on reprend les terres, où le sol est nu une partie de l'année parce qu'on n'a pas mis de couvert, on déstocke autour de 5 à 600 kg de CO2 par an. Si on regarde comment fonctionne un sol, en fait, d'un point de vue biologique, c'est vraiment les sols qui recyclent les matières. Et beaucoup de ces matières organiques sont des déchets pour notre société.
a choisi de faire une grande variété de légumes. En fait, vu qu'on vend en grande partie en direct sur un marché ou AMAP, on est obligé d'avoir 30, 40 variétés différentes de légumes. On essaye de faire des choses un peu nouvelles des fois pour faire découvrir aux gens, notamment parce qu'on vend avec les paniers. Puis nous, ça nous permet de tester aussi. Faire les semences, c'est pas trop méchant. Faire les plants, on a eu quelques petits soucis, notamment quand ils sont en godet au niveau des terreaux utilisés. Donc parfois, on avait des plants qui n'étaient pas sains. On n'était pas assez équipés, donc il y en a qui ont froid. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, il n'y a plus de soucis, quoi. On est serein à faire nos plants et pour certains légumes, jamais de la vie, on en achèterait, quoi. Pour certains légumes, on achète la semence, par exemple. On va mettre une graine par alvéole. Et si, parce que c'est notre semence, donc elle est moins pro, donc il y a moins le taux de germination en fait est plus faible, bah, ça veut dire que j'ai passé tout ce temps pour rien, parce qu'au final, je vais avoir 3 salades qui vont sortir sur 96, et du coup, j'aurais perdu mon temps. Faire ces plans, c'est aussi optimiser les journées où il fait un temps horrible, où personne n'a envie de mettre le nez dehors. Là, tu viens ici, c'est royal, quoi. Parce qu'on commence relativement tôt dans l'année. Surtout pour tout ce qu'on repique en serre. Et donc, il n'y a pas les vacances, l'hiver, que peuvent s'autoriser les maraîchers qui font pas leur plan, quoi. C'est philosophique comme choix. Et je trouve un peu sécurité aussi. Parce que c'est nos plans. S'ils sont ratés, à nous la faute déjà, à personne d'autre. Et puis on les voit grandir, quoi. Le fait de faire ces graines, ça permet en fait de sélectionner les légumes qui nous ont plu, qui ont eu un goût vraiment intéressant. Ça permet d'adapter aussi en fait la génétique des plantes qu'on va cultiver à la manière dont on les cultive et au terroir sur lesquels on les cultive et sur d'autres critères que les critères habituels, parce que quand on achète des graines, les principaux critères de sélection, c'est la productivité et l'esthétique, la résistance à certaines maladies, mais il y a très peu de sélection sur le goût des légumes ou sur des légumes qui ont été cultivés justement sur sol vivant. La plupart des semenciers ou des gens qui font des graines pour des semenciers les font avec travail du sol. Donc une plante qui a été cultivée sur sol travaillé, ben là si on la met en sol vivant, et ben ça va être quelque chose de totalement nouveau pour elle, et du coup ben, c'est pas forcément, ça va pas être idéal pour notre plante. Alors que si nous on cultive des tomates d'une certaine manière, on prend nos graines et on les ressème l'année d'après, ben, la génétique de ma tomate, elle va être parfaitement adaptée à la manière dont on cultive les tomates ici, à la ferme de Cagnols, sur nos terrains, quoi. Ce qui est aussi intéressant quand on fait ces graines, c'est que là, par exemple, quand je fais mes plants de tomates avec mes graines, au final, ce que ça m'a coûté, là, ça a été mon temps. Et donc, si je rate ma culture, eh ben, j'ai perdu mon temps. C'est triste, mais si j'avais acheté tous ces plants de tomates, et que j'ai un problème sur ma culture, et ben je vais être d'autant plus incité à mettre des produits pour sauver coûte que coûte ma culture, puisqu'elle m'a déjà coûté du temps et de l'argent. Et donc du coup, le fait de faire ces graines, et ben, quelque part, ça permet, comme faire ces plantes, d'être plus autonome et d'être moins dépendant de logique économique, quoi.
avec les apports de compost vraiment très massifs que tu as fait sur ta parcelle, les chiffres ont vraiment changé, mais radicalement. En 2020, sur l'analyse que tu as faite, hein, on a un taux de matière organique de 8%. Et donc en 10 ans, tu es passé de 2% de matière organique à 8%. Et 6 points de matière organique, c'est considérable. Un point de matière organique, c'est 70 tonnes de carbone stocké. Et bien toi, en 10 ans, tu as stocké 420 tonnes de CO2 sur un hectare, ramené à l'hectare. Il n'y a rien à rajouter, si ce n'est que c'est vraiment impressionnant, puisqu'on arrive à le déliter juste à la main. On peut vraiment faire un lien entre les taux de matière organique qui représentent en fait le carbone qu'il y a dans les sols avec le taux de fertilité, avec le niveau de fertilité d'un sol. Et dès qu'on n'a pas un certain niveau de carbone dans les sols, eh ben on va avoir des problèmes de structure des sols. Il y a les travaux de Pascal Boivin qui sont exemplaires et qui montrent qu'il y a un rapport entre suivant le taux d'argile qu'on a dans nos sols, il faut atteindre un certain niveau de carbone dans les sols, sinon on ne peut pas avoir les structures des structures correctes de sol, et si on n'a pas des structures correctes de sol, eh ben on va pas avoir du coup de plantes qui vont pousser correctement. Bon, donc là Benoît, on est sur une de tes parcelles que tu as remise en vie, on va dire. Donc tu avais démarré en 2012, c'est ça, à faire des intrants? Ouais, du gros. Du gros, genre du camion, quoi. Donc on va regarder ce que ça donne. Et donc tu l'as enfoui en surface là ton... On n'a jamais enfoui, nous on a toujours mis en surface, on a laissé faire, on n'était pas pressé. Et puis... Ça marchait pas si mal, j'imagine, sinon vous seriez posé des questions. Donc là, ce qui se passe là sur ton sol, c'est assez typique. Alors surtout si tu as posé la matière organique en surface, parce que ce qui est intéressant, tu vois, c'est que là, on voit le long du loucher que tu as presque 20 cm de matière organique, enfin 20 cm de sol, et on voit le gradient, clairement. Et ce gradient, il est assez représentatif du niveau auquel se passe l'activité biologique dans le sol, puisque tu mets la matière organique en surface, et on voit là sur toute cette zone qui est très très grumeuse, que c'est là où a été mélangée la matière organique, quoi. Et donc on voit que c'est quand même dans les 20 premiers centimètres qu'il y a le maximum d'activité biologique, que la matière organique elle intègre au sol. Et quand on va regarder un petit peu dans le fond, non pas qu'il n'y en a pas, mais on retrouve la couleur initiale un petit peu de ta prairie, avec plein de veinage noirs profonds. C'est partout là où les vers de terre sont passés et ont mélangé le minéral et l'organique. 70-80% du cycle de la nutrition de la plante passe par le ver de terre. Et dans des milieux comme le nôtre, quoi. Après, dans d'autres milieux, ça peut être un peu le termite, un peu la fourmi, mais chez nous, c'est vraiment par le ver de terre qu'une très grosse partie du cycle de la fertilité se fait. Le ver de terre, quand il va manger de la matière organique, il va absorber beaucoup d'azote, pas mal de carbone aussi, et il va resécréter cet azote, enfin tout ce qu'il mange, il va le resécréter en très grande partie sous forme de mucus. Le ver de terre, il a une peau extrêmement fine, humide, il respire par la peau, et pour se déplacer dans le sol et pas se râper la peau et pas se blesser, il passe son temps à fabriquer des mucus. C'est exactement la même chose que les limaces et les escargots, quoi. La baffe de limace et la baffe d'escargot, c'est un petit peu plus épais, mais c'est la même chose, c'est des mucoprotéines. Donc c'est des chaînes de protéines extrêmement longues et ça fait un truc huileux, enfin glissant. Le ver de terre fait exactement la même chose. Et ce qui se passe dans la galerie du ver de terre, donc, c'est que le ver de terre passe son temps à sécréter des mucoprotéines visqueuses, mais qui dit mucoprotéines dit protéines, et qui dit protéines dit azote. Enfin, dit acide aminé et dit azote. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que le ver de terre passe son temps à aller manger des micro-organismes partout dans le sol, en surface, là où se décompose la matière. Il l'assimile dans son organisme, il resécrète sous forme de mucoprotéines, et là, aussitôt, les racines, elles viennent avaler ces mucoprotéines, elles viennent avaler ce mucus. Donc tous les sols sont passés dans les intestins de vers de terre. Merci Marcel Boucher qui nous a vraiment montré ça, et qui nous a calculé combien pouvait passer dans les intestins de vers de terre de sol par an, c'est-à-dire des centaines de tonnes de sol dans une parcelle bien pourvue en vers de terre passent dans leur intestin. Et le travail de création de ces agrégats, ça se fait dans le ver de terre. Donc plus de vers de terre à cause du labour, plus d'agrégats ou beaucoup moins. Un ver de terre, en gros, si tu as une population très dégardée, il faut à peu près 3 ans pour qu'elle se remultiplie et qu'elle devienne à peu près opérationnelle. Mais une fois qu'elle est opérationnelle, il lui faut 10 ans, il lui faut 20 ans pour remanier la totalité du sol,
reconstruire le complexe argilo-humique, recréer de la porosité, remettre des niveaux de pH, de redox corrects, remettre les humus dans les argiles, etc. Donc il lui faut plusieurs décennies pour vraiment restructurer en profondeur ton sol. Et là, effectivement, quand tu comprends cette ordre de grandeur de 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour restructurer en profondeur ton sol, eh ben, tu te dis que si tu mets un outil de travail du sol dedans, ça risque de tout bousiller. Finalement, le labour, on dit c'est important de travailler le sol pour lui créer une structure, mais en fait, la structure qu'on crée après un passage de brament, il n'est pas à la hauteur de ce que fait les vers de terre. C'est une structure complètement artificielle, c'est-à-dire que temporairement, ça va faire de l'hyperporosité, effectivement, et ça va hyper minéraliser. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va faire partir les cultures. Et on se dit, après un labour, la culture, elle part beaucoup mieux que dans un semi-direct, on est d'accord. Sauf que la contrepartie de tout ça, c'est que ça détruit tout l'habitat, que le milieu va mettre du temps à refaire. Et ça, ce temps-là, on ne peut plus le perdre, quoi. Vu qu'on n'a ni envie de mouliner les sols, parce qu'on sait que c'est pas bon pour nos sols et ça pose des problèmes environnementaux, on n'a pas envie non plus d'utiliser des désherbants chimiques comme le glyphosate parce qu'on est sur petite surface. Et du coup, il y a une autre stratégie, c'est d'occulter la lumière à une plante. Si une plante se retrouve à l'abri de lumière, elle ne va pas pouvoir se nourrir en énergie et au bout d'un certain temps, elle va mourir. Ça c'est une bâche tissée, de toile tissée. Ça laisse passer l'eau, ça laisse passer l'air. On a commencé avec ces bâches-là parce que justement on était soucieux de la vie des sols et ça marche très bien. Et puis après, on a vu qu'il y avait les éleveurs qui font de l'ensilage pour souvent des vaches laitières. Et ben, ils utilisent de la bâche d'ensilage, c'est-à-dire qu'ils mettent ça pour faire fermenter leur canne de maïs broyée et faire de l'ensilage. Et donc tous les ans, ils se débarrassent de leur bâche d'ensilage et on peut du coup en récupérer. On en a récupéré 4000 m² chez un voisin gratuitement et donc en fait on peut avoir de la bâche gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est que là en fait on n'a pas cette bâche, elle a été pas produite pour notre maraîchage, c'est juste il y a un gars qui l'a acheté pour faire son ensilage et au lieu de partir à la poubelle quand il avait fini de l'utiliser, et ben nous on l'a récupérée, on va l'utiliser 2-3 ans et après elle va retourner au circuit de recyclage de bâches d'ensilage. Donc là sur la ferme on a à peu près on a plus d'1,5 hectare de maraîchage, dont on a à peu près 9000 m² de bâches, ou de bâches qu'on a achetées, des bâches neuves qu'on peut recycler, ou des bâches d'ensilage qu'on a récupérées. Et si on n'avait pas ces bâches, eh ben,
il faudrait qu'on soit vraiment nombreux pour produire la même quantité de légumes, et il faudrait que ce soit des bénévoles parce que je pourrais absolument pas payer tous ces gens-là au prix auquel on vend nos légumes actuellement, quoi. Il faut savoir qu'en agriculture bio, les temps de désherbage, ça représente à peu près 30% du temps d'un maraîcher. Et donc si on peut économiser 30% du temps pour une action plutôt pénible et répétitive, c'est déjà un bon point. Et en plus, on va voir que grâce aux bâches, on va pouvoir avoir une meilleure gestion de l'eau. Ce qui est intéressant, ça nous permet de faire des cultures sur des endroits où j'ai pas d'irrigation ou de moins mettre d'eau. Ça me permet de mieux réchauffer les sols, ce qui va me permettre d'augmenter les rendements sur certaines cultures. Et après une culture sur bâche, mon sol est déjà prêt pour pouvoir faire par exemple un semis direct de petites graines comme des carottes ou des betteraves ou des navets. Ou sinon, si j'ai besoin de remettre de la fertilité sur ma parcelle, je vais pouvoir directement semer un couvert végétal et tout se passe bien. Donc un couvert, en général, il faut toujours qu'il soit en association. On met plusieurs plantes avec plusieurs fonctions. Donc des fonctions de protection de sol, des fonctions d'alimentation en azote, comme les légumineuses, des fonctions de structuration de sol, des fonctions de tuteur, comme l'avoine, et des fonctions aussi, il ne faut pas les oublier, dans la biodiversité, parce que c'est des couverts qui vont fleurir et qui vont entretenir toute une faune d'insectes qui vont venir les butiner, et d'autres faunes comme les carabes, etc., qui vont profiter de cet abri pour fonctionner, quoi. L'agroécologie, son principe numéro 1, c'est maximiser la biomasse. Je dois me débrouiller pour que, en fonction de mon contexte au soleil, je produise le maximum de biomasse. Parce que si je fais ça, j'aurai un système toujours plus résilient, un sol de plus en plus vivant, je ferai de l'eau propre, etc., etc. Et donc l'outil couvert végétal, il sert à ça. Son objet numéro 1, c'est de temporairement, l'espace de quelques mois, faire du panneau solaire, produire de la biomasse pour nourrir le cycle de la fertilité. Alors comment tu vas éliminer ce couvert ? Là, je pense que je vais ou le broyer ou le rouler. Je vais venir mettre une bâche dessus. Et après, ou j'enlève la bâche et je plante à travers les résidus du couvert, ou sinon je laisse la bâche et je repique à travers ma bâche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Alors plutôt que broyer, moi je le roulerai avec des rouleaux qui vont le blesser, si tu veux, et qui vont lui éviter de repousser. Bon, en plus, s'il y a la bâche, il ne repoussera pas. Parce que le broyer, ça va libérer trop vite peut-être des éléments nutritifs. Et ça va faire un flush là, un peu trop rapide. Donc plutôt le rouler avec des rouleaux avec des espèces de barres qui sont dessus, qui vont le blesser. Et mettre une bâche dessus. Moi, je pense que c'est la bonne solution, quoi. Pour la plupart des agriculteurs, ce n'est pas forcément une évidence que le sol doit être résilient à l'eau. Or, tous les sols naturels, tous les sols agricoles sur lesquels on a respecté le cycle de la fertilité, dans lesquels on a fait remonter le taux de matière organique, quand on prend les modes de sol, on les met dans l'eau et on voit qu'ils ne fondent pas. Voilà, donc on la plonge dans l'eau et on regarde un peu ce qui se passe. Voilà, ce qu'on observe, c'est que sur la motte de terre de droite, il y a un délitement qui se fait, assez continu, alors que la motte de terre très organique de gauche est beaucoup plus résistante et on voit qu'il y a beaucoup moins
produits qui tombent, hein, enfin de terre qui tombe. Donc on a quand même ici des sols très argileux, donc qui résistent quand même, mais malgré tout, ces sols qui sont beaucoup moins organiques, eh bien, arrivent moins facilement à résister à l'érosion hydrique. Donc il est passé de 1% à 8% de matière organique. Bah, clairement, il y a une partie de cette matière organique qui n'est pas très stable dans le sol. Dès que tu vas passer un outil de travail du sol, tu vas perdre 1,5%, 1% dès le premier passage, quoi. Et 1% de matière organique sur un hectare, c'est quand même 40 tonnes d'humus qui vont foutre le camp, quoi. Donc tu vas avoir quelques dizaines de tonnes d'humus qui vont directement s'oxyder. À la première pluie, possiblement, tu vas perdre plusieurs centaines de kilos d'azote à l'hectare qui vont foutre le camp dans la nappe phréatique et qui seront perdus bêtement, quoi. Les recherches qui ont été faites par l'INRA et fait par les organismes qui s'occupent quand même de la durabilité de l'agriculture et des sols montrent qu'il y a une perte énorme de matière organique qui s'est faite depuis les 50 dernières années, qui explique l'érosion surtout hydrique qu'on a en France, hein. Et voilà, c'est quand même une majorité de sols qui présentent ce type d'érosion, hein. Sauf les sols effectivement d'élevage ou des régions d'élevage, mais les sols de grande culture ont quand même ce type d'érosion, dont les agriculteurs sont les premières victimes, et ils le savent, hein. Mais bon, il faut changer les techniques justement pour arriver à éviter ça. Pour revenir à des sols comme ça, organiques, avec de la vie et des vers de terre, on peut dire qu'un sol comme ça peut évacuer un orage de 50 mm sans problème. Un sol comme ça, il ne peut même pas évacuer 10 mm d'eau. Ça commence à éroder à 10 mm d'eau, en gros. Donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir. Là, on va capter de l'eau, on va l'infiltrer dans le profil, au profit de tous les êtres vivants qu'il y a dedans et des plantes. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de ces pratiques-là. C'est là-dessus que les agences de l'eau incitent à développer l'agriculture de conservation des sols, parce que c'est des pratiques qui sont extrêmement vertueuses pour la qualité de l'eau, quoi. On voit aujourd'hui que quand on construit nos systèmes et qu'on essaye de respecter les principes des écosystèmes naturels, on a de nouveau de l'eau propre, ou en tout cas beaucoup plus propre que ce qu'on a actuellement. Ça, c'est quelque chose qui est un peu passé inaperçu durant le XXe siècle, en fait. C'est que petit à petit, on a pollué beaucoup de nappes, on a pollué beaucoup d'eau. Mais comme dans le même mouvement on a installé l'eau courante, en fait ça n'a pas gêné les citoyens français au quotidien. L'itinéraire de base en maraîchage sur sol vivant, c'est j'ai une prairie, j'amène un peu de matière organique, 5-10 cm de broyat de déchets verts, de feuilles, de ce que j'ai. Je fais ça à l'automne. Je laisse ces matières pour mon sol et du coup les matières vont se faire digérer un petit peu. Puis au printemps, je viens y mettre une bâche. Je perce ma bâche, je viens semer une graine de courge par exemple dans chaque trou de bâche. Et puis après, je viens récolter mes courges à la fin de l'été, au début du printemps. Donc là, on a vraiment un itinéraire ultra simple puisqu'on sème et on vient récolter.
si je respecte le cycle de la fertilité naturelle, est-ce que je veux avoir une plante en meilleure santé, moins malade, donc qui va nécessiter moins d'insecticides, moins de fongicides, moins d'engrais, etc. Et est-ce que, in fine, j'aurai un légume de meilleure qualité pour la santé? C'est un grand débat aujourd'hui sur lequel tout le monde est en train de s'écharper, notamment pour essayer de comprendre pourquoi on a des taux de cancer, des taux de maladies civilisationnelles qui explosent dans la société, quoi. Et il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour dire c'est peut-être une baisse de la valeur nutritive des produits qui rentrerait dans cette complexe équation de l'augmentation des maladies civilisationnelles. Donc ça fait partie des enjeux aujourd'hui, d'identifier les pratiques agricoles qui vont avoir un impact déterminant sur la valeur nutritive, et ça, il faut le mesurer. Donc nous, on a déjà commencé à le mesurer avec l'association Maraîchage Sol Vivant, on a commencé à plusieurs programmes de recherche et développement avec Pour une agriculture du vivant. Et aujourd'hui, on manque un peu de matériel, les agriculteurs manquent de matériel bon marché pour savoir au quotidien réellement où ils en sont dans la conduite des cultures. On manque d'outils quand même, clairement. Et tant qu'on n'a pas d'outils qui nous permettent de mesurer ça, eh ben on est beaucoup sur des observations, des sensations, du subjectif. Et si on veut faire avancer les choses rapidement, d'avoir des données un petit peu objectives sur, par exemple, savoir combien il y a de nitrates dans une betterave ou de savoir combien il y a de telle ou telle vitamine en fonction du taux de matière organique du sol ou en fonction de telles pratiques, et ça pourra vraiment permettre de débloquer beaucoup de lieux communs et d'aller au-delà de tout un modèle de pensée qu'on s'est créé mais qui est peut-être faux. Allô? Oui? Oui, bonjour. Oui, alors on a des légumes. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vend sous forme de paniers. Donc, c'est des paniers qui sont disponibles tous les mercredis. Et après, vous pouvez les récupérer à plusieurs endroits. Donc, il y a à la ferme, à partir de 17h, à Saint-Cyprien, au niveau de l'AMAP. Et sinon, c'est à Sarlat, à l'appel aux idées. Voilà. Oui, là, après, on est dans la saison où de notre côté, on a un petit peu moins de légumes parce que c'est le printemps. Donc, c'est pas... La diversité des paniers, c'est pas là où elle est la plus belle, mais voilà, d'ici quelques mois, après, ça repart, quoi. C'est un peu la saison pour tous les maraîchers qui est un peu plus creuse en légumes. Oui. Oui. À quel endroit? Pas de souci. Oui, du coup, là, ce sera à 18h. Oui, c'est bon, c'est noté. Oui. Oui. À demain. Merci, au revoir. Wow. Alors, Carmen? Ça fait 20 paniers en plus que la semaine dernière. L'agriculture, c'est pas qu'une question d'agrobusiness, c'est avant tout une question d'environnement, de santé publique, de souveraineté alimentaire, une question d'agronomie aussi. On sait faire une agriculture qui résolve les problèmes de réchauffement climatique, qui permettent de faire des aliments sains, qui puissent nourrir tout le monde, c'est-à-dire produire en quantité de la qualité. Bon, on attend que des politiques publiques comme de la PAC subventionnent massivement ce type d'agriculture. Ça, c'est vraiment mon souhait parce qu'avec l'agriculture, on peut résoudre quasiment tous les problèmes de notre époque, en tous les cas les problèmes de survie de notre espèce. Le fait d'acheter par exemple des légumes à la ferme de Cagnols, c'est aussi participer à la durabilité de cette ferme économique et du coup qu'on continue à produire des légumes de cette manière. Et du coup, à chaque fois que vous achèterez un légume fait sur sol vivant, c'est participer à la multiplication de ces fermes sur sol vivant, puisque finalement, dans 10-15 ans, toutes les fermes seront sur sol vivant, je l'espère, quoi.